Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Wahala Saoudi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien militant politique et membre de l'Initiative pour la libération des détenus d'opinion. Yasser Qadi, merci d'être avec nous, vous êtes journaliste. Bonsoir. Sera avec nous également, nous avons effectué une interview que nous écouterons dans ce CPP avec le journaliste tunisien Tamer Makki. Alors, on commence par l'image de la semaine. Nous aimerions savoir pour l'un et pour l'autre ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Yassine. Pour moi, c'est évidemment la Coupe arabe. On a beaucoup parlé du succès algérien. On va peut-être en reparler dans un moment. Mais l'image que je retiens le plus, c'est le triomphe des Qataris d'avoir pu organiser un tel événement chez eux qui aurait pu imaginer le Qatar il y a 20 ans être dans ce si beau rôle de hôte du football mondial. De leur équipe nationale, 3e place. Ça, c'est plutôt une contre-performance. Ils espéraient gagner le tournoi. Ils n'ont pas une équipe qui peut aller... Je serais à leur place un peu préoccupé sur un plan technique, sur leur capacité à sortir du premier tour dans une année quand il y aura la Coupe du Monde. Mais l'image, c'est quand même un émir rayonnant, svelte, il a l'air de faire du sport, qui a même touché les bourrelets de Bougra pendant la cérémonie pour lui dire c'est quoi ça. Et donc, ce succès-là, ça devrait peut-être pousser certaines nations plus anciennes, avec plus de moyens, à être un peu plus ambitieuses. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Wahala Saoudi? Bon, il y a effectivement le déroulement de la Coupe au Qatar, donc effectivement qui a montré qu'il m'a dit une capacité effectivement d'un petit pays, capacité de pouvoir organiser effectivement un événement important. Il est évident que la performance de notre équipe, non, elle n'est pas qu'à saluer, mais personnellement, je n'étais pas joué au football, mais j'étais vraiment surpris que cette équipe apprenne que ça joue bien, etc. Ça, c'est le plan médiatique, mais sur le plan un peu de la vie quotidienne, moi, il y a quelque chose qui était poignant. J'ai été assisté au procès de Fatih Arras. Et en sortant, qui n'a pas eu lieu, mais j'ai écouté un plaidoyer absolument de sa femme par rapport donc à l'injustice que subissent ces militants politiques, comme d'autres, parce que en fait, ils ne demandent qu'à avoir un procès. Et qu'on leur refuse d'avoir un procès public. C'est quand même, il y a cette Algérie qui gagne avec des jeunes, effectivement, dans cette compétition. Mais il y a cette Algérie qu'on veut étouffer. Et je pense qu'aussi ces jeunes qui sont sortis et qui ont fait cette victoire expriment aussi donc la rage effectivement de toute cette jeunesse pour vivre libre, à l'image donc des militants politiques, des sportifs, etc. Voilà. Merci Wahala Saoudi, on parlera évidemment de ce sujet au cours de cette émission, mais nous sommes aussi ici, vous êtes aussi ici pour parler de ce qui va se passer vendredi. C'est un événement important, assez important. C'est l'Initiative pour la libération des détenus d'opinion contre la répression, c'est un peu le front contre la répression, qui va se réunir ce vendredi à Alger, notamment je pense au siège du RCD à El Biar. Est-ce qu'il fallait autant de temps pour réunir autant de forces, autant d'acteurs pour dénoncer la répression et exiger la libération des détenus? Non, moi je pense que la répression et la libération des détenus, je pense que les militants, les citoyens n'ont pas attendu cette initiative. C'est-à-dire qu'à travers le pays, il y a des choses qui sont médiatisées par rapport à des régions où il y a des traditions de lutte, de mobilisation et de médiatisation. Maintenant, même ailleurs, même y compris dans toute l'Algérie, je pense qu'il y a des collectifs, il y a des familles qui résistent contre cet arbitraire donc de prisonniers, donc des détenus d'opinion. Maintenant, cette initiative, je pense qu'elle vient... Elle n'a pas la prétention de coordonner tout ce mouvement, mais je pense quand même elle a au moins l'objectif de faire savoir ce qui se passe et d'amplifier donc un peu ce mouvement de résistance.
Alors, vous me direz pourquoi cette initiative maintenant? Bon, bien sûr, bon, cette initiative émane de débats dans le PAD. Au niveau du PAD, donc dans nos discussions, vous savez que le PAD, c'est un regroupement de partis qui milite pour un processus constituant, donc qui vise à la fin de le rétablissement, en fait, donner la parole au peuple, donc la souveraineté du peuple. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que nous ne sommes plus dans une situation de compétition de programmes politiques. Et il faut d'abord rétablir cette situation, donc on peut avoir de la compétition politique. Donc le constat que fait le PAD, c'est qu'il y a plus de 300 détenus politiques et d'opinion, et qu'il y a une fermeture politique qui exclut, en réalité qui criminalise l'action politique. C'est-à-dire qu'elle n'exclut pas uniquement l'opinion ou l'expression d'une opinion, mais elle criminalise. Nous avons vu, par exemple, justement, des détenus dont les chefs d'inculpation relèvent au fait de la criminalisation de la situation politique. Donc, l'heure n'est pas, en vérité, donc, à débattre sur quels moyens aujourd'hui pour sortir de la crise. Mais l'heure, il faut qu'on rétablisse. Donc, c'est pour ça que l'initiative s'intitule, et je termine, il faut que c'est des acteurs politiques. Donc, il ne peut pas être exclu du débat national. Il faut les libérer. Il faut arrêter d'emprisonner. Et il faut rétablir en tout cas le peu de liberté démocratique par l'abrogation des lois liberticides. Merci. Particulièrement ces lois donc, qui ont été votées dans les derniers mois. Initiative salutaire, celle de vendredi, Hassan Qadi, est-ce qu'elle ne vient pas un peu tard? Non, elle ne vient pas tard, elle est nécessaire, salutaire, on le verra un peu plus tard dans le processus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que face à la dramatisation de la répression, enfin, on n'a pas évoqué le 87 bis qui criminalise aujourd'hui et qui transforme en terroriste toute contestation. Face à cela, il y a un processus de regroupement de tous les acteurs qui ont défendu les droits de l'homme, les libertés, les incarcérés, les détenus. Et c'est tout à fait normal qu'il se constitue une polarisation, un front de ce type-là. Ce qui est un peu dommageable pour tout le monde et à mon avis, pour l'avenir, en tous les cas pour l'avenir de court terme, en 2022, c'est que la criminalisation a réussi à évacuer en partie les thèmes politiques. Le PAD continue de revendiquer une transition constituante, c'est-à-dire qui implique le peuple, on évoquera peut-être le Chili en fin d'émission, qui implique le peuple dans une nouvelle phase politique. Aujourd'hui, ce discours qui était porté par le PAD, mais qui est porté par beaucoup d'autres acteurs, pas seulement dans le PAD, Nida 22 a appelé pour la même chose, et d'autres initiatives, ce discours, il s'est depuis l'été 2021, les incendies en Kabylie, il y a eu cette montée en puissance de Takhouine et de la tentative de diviser, avec le classement de Rachad et du MAC comme organisation terroriste, etc. Il y a eu une sorte d'éviction du discours de changement en faveur du changement politique. Voilà en quoi c'est un peu dommageable, parce que, en fait, l'issue, elle ne passera que par cela. L'issue, à la situation dans laquelle nous sommes, elle ne passera que par le retour de la discussion politique. Le pouvoir n'avance que par la répression. Évidemment, il faudra lutter contre la répression, mais on sait que le pouvoir, dans sa tentative de restaurer son régime autoritaire sur le pays, de normalisation, il utilise uniquement la répression. Et donc, ça risque d'être le thème dominant encore en 2022. C'était le thème paralysant en 2021, on ne pouvait pas parler réellement politique. En 2022, ça risque de continuer d'être le thème, et cette initiative va attirer l'attention sur l'Algérie comme étant un pays où on atteint, parce que ça ne se passe pas en vase clos, on risque d'être poursuivi par les différentes organisations mondiales à cause de ce non-respect des droits de l'homme en Algérie. Il y a des procédures et des enquêtes qui ont été ouvertes, et tout ça, c'est jamais très bon pour la cohésion nationale, c'est jamais très bon pour construire un projet.
Alors, vendredi, est-ce que c'est juste une réunion comme les autres, comme il y en a déjà eu, ou est-ce que vous allez annoncer la naissance de ce comité? Non, en fait, bon, il ne s'agit pas d'annoncer, d'achever un processus par la construction d'un outil administratif. Je pense que, et je l'ai dit au départ, hein, nous visons à ce qu'il y ait une véritable mobilisation autour de ces questions. Donc, je ne vais pas revenir sur la question des libertés démocratiques, de la libération des détenus et de l'abrogation, effectivement, de toutes ces lois scélérates. Ce n'est pas un programme minimum. Hein. C'est pas un programme. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme minimum au sens où on ne peut pas faire plus par choix. Aujourd'hui, il faut absolument rétablir les conditions du débat, y compris sur la question de la transition. Moi, ça fait longtemps que je suis sur le terrain politique, et vous savez, beaucoup de partis ou de militants qui luttent pour la transition, nous avons des divergences sur le contenu de la transition. Il y a ceux qui pensent que les questions sociales sont importantes. Il y a ceux qui pensent qu'il faut solder la question des années 90. Il faut oser. Il y a ceux qui pensent qu'il faut que ce soit une assemblée constitutionnelle. Donc il y a matière à discussion. Donc, mais aujourd'hui, on ne peut pas discuter de ça. C'est-à-dire qu'en discutant de l'alternative politique qui passe par la transition, c'est mon point de vue, nous sommes totalement détachés de la situation politique. Donc aujourd'hui, il s'agit avant tout de rétablir les conditions politiques qui permettent effectivement d'aller vers, bon, on peut parler du Chili tout à l'heure. Alors, par rapport à votre question, donc, moi je pense qu'on a fait une réunion le 23 novembre. Et il y avait une quarantaine de militants politiques qui sont venus d'un peu partout. Donc il y a une discussion large, y compris sur l'opportunité justement de rester sur ce thème-là, parce on peut aussi aller vers des thèmes de transition. Vous savez, moi je fais un peu le parallèle par rapport à la charte des 77 en Tchécoslovaquie. Après la normalisation qui a été tentée après le printemps de Prague. C'est-à-dire que bon, il y a quand même des intellectuels. Bon, c'est une comparaison, c'est pas la même chose, bien sûr. Mais il faut absolument, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas que de la répression directe. Vous avez dans le secteur économique, dans le secteur dans tous les secteurs, les gens, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autocensure, plus que ça. Donc il y a véritablement un climat de terreur qu'on tente d'instaurer. Donc, le vendredi, c'est d'élargir un peu plus, bien sûr, cette... Donc, il n'y aura pas d'annonce. Non, si, il y aura. Bon, donc, il y a quand même, parce que la dernière fois, il y a un comité provisoire. Il a fait un projet de charte, donc il va présenter le projet de charte. C'est un projet de charte qui s'articule autour, bien sûr, des questions éthiques, d'un petit constat sur la situation, et bien sûr, une ouverture des pistes d'action, parce qu'il s'agit de faire des actions. Donc, après ça, donc, dans les perspectives, il s'agit, je pense, je suis membre de cette initiative, bien sûr, bon, il y aura un débat, je pense qu'on attend à peu près une centaine de personnes avec la situation, bon, c'est beaucoup, parce que bon, il n'y a pas de salle, etc. Je pense que dans les perspectives, il y a déjà la perspective d'aller réunir plus de monde pour demander une salle publique, donc pour une véritable réunion qui peut effectivement adopter des textes plus importants. Mais je pense aussi qu'on peut décider d'un certain nombre de sites par rapport autour des procès, on peut décider d'une lettre ouverte. En tout cas, il y a discussion d'une lettre ouverte à l'opinion publique nationale. Et pour terminer, comme a dit Hassan, vous savez, c'est une initiative, en tout cas, dont la composante, elle regroupe l'essentiel un peu de sensibilité qu'il y a. Et on peut faire une lettre ouverte à l'opinion publique nationale. On peut adresser une lettre ouverte. C'est un débat. Personnellement, je ne suis pas fermé, y compris à des autorités de fait. En tout cas, aussi, l'opinion publique internationale
même si on ne la saisit pas, en tout cas, elle est. Donc vous voyez, donc il y a, en fait, il faut que cette ligne qui consiste à vouloir faire rentrer les Algériens après 2 ans de mouvement pacifique, il faut que ceux qui se battent contre cette ligne, il faut qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls et que voilà, donc il est possible de réouvrir le débat dans ce pays comme il a été ouvert à travers les marches. Merci, il faut juste peut-être, Khaled, peut-être qu'on ne le dit pas assez parce que bon, on a fini par avoir la peau un peu cuirassée, un peu dure, mais le climat est quand même celui de la tentative de terroriser les Algériens. Moi, je vais tous les lundis signer, je suis sous contrôle judiciaire donc au tribunal d'Alger. Chaque semaine, je croise des militants du Hirak qui viennent signer. J'ai croisé Abdenour qui est poursuivi, l'étudiant de Babzour, Aït Saïd. Au même moment, il y avait un procès de ce qu'on appelle le réseau des porteurs de coups fins, ceux qui ont soutenu les détenus, leurs familles, voilà, qui devait avoir lieu. Ils avaient refusé, comme Fethi Gherras, de faire le procès à distance par Skype. Et donc, il y avait un bras de fer au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Et donc, le juge a fini par accepter de les extraire. Et toute l'ambiance, et toutes les semaines, et tous les jours, c'est celle-là. Et on ne se rend pas compte combien il y a d'activistes aujourd'hui, 310 reconnus par tout le monde, des milliers de militants et de citoyens qui sont sous contrôle judiciaire, des associations qui ont été dissoutes, des partis politiques légaux qui sont en voie de dissolution, des journaux qui sont sous pression. Je ne parle pas des médias, c'est la catastrophe, les médias. On est quand même dans un contexte extrêmement dur et j'ai peut-être donné l'impression de peut-être ne pas suffisamment considérer l'importance de cette initiative. Bien sûr qu'il faut rétablir d'abord les conditions d'un débat et faire lever ces pressions-là avant de revenir au débat de fond ou tout en conduisant le débat de fond sur la transition nécessaire, la transition politique. Et on ne peut pas ne pas réagir aux propos, il faut le dire, contradictoires de Bouzid Azhari, président du Conseil national des droits de l'homme, qui a dit hier que s'il y a des détenus d'opinion, il est préférable de les libérer, et il y en a qui ont été libérés. Comment est-ce que vous jugez, alors qu'il y a quelques semaines et quelques mois, il disait tout le temps qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion? Bon, on ne cherche pas de cohérence chez ce qu'ils disent depuis longtemps. Moi, je vais considérer qu'à un moment donné, je pense qu'il va y avoir encore une nouvelle tentative à chaque fois. Hein, c'est une sorte de jauge comme pour le Covid. Hein, on descend en dessous de 200 détenus. Là, c'est monté beaucoup. On va peut-être redescendre. Donc, il faut s'attendre à ce que peut-être, comme pour le 18 février 2021, lorsqu'il y a eu la libération de quelques détenus dont Khaled Rarni, il y ait à nouveau des libérations au début de l'année, cette année qui va bientôt démarrer, 2022, peut-être à l'occasion de la troisième anniversaire du Hirak. Mais est-ce que ça, pour autant, ça va faire une nouvelle politique de détente avec un agenda politique d'ouverture? On en est très loin. Les propos de Bouzid Azhari? Non, mais c'est vrai qu'il y a de... Bon, qu'il n'y a pas de détenus, après on reconnaît... Oui, vous savez, bon, peu de pays reconnaissent qu'il y a des détenus. Sauf le jour où ils sont mais je vais vous dire une chose quand même. On est dans une situation extraordinaire. On condamne des citoyens pour des faits qu'ils ont commis, par exemple, commis entre guillemets, commis, c'est-à-dire qu'ils ont affiché un truc sur Facebook de soutien, ou la galouga de Salah Machibler, en 2019, avec une loi de 2021, rétroactive. Oui, j'habite Z. C'est-à-dire que ça n'existe nulle part. Une loi, quand on fait une loi, elle est adoptée, restons dans un état de droit. Pas un état de droit démocratique, bien sûr, mais un état de droit. Il est appliqué même pour des... Et je vous donnerai des exemples, beaucoup d'exemples. C'est-à-dire qu'il le convoque, il arrive, bon, le gars, il arrive, comme Ahmed Mahfouz, par exemple. Je parle parce que je connais le dossier. Un CDH. Il lui montre des publications où il a mis j'aime, qu'il a partagé en 2019. Et il est condamné sur la base d'une loi qui a été votée en 2021.
C'est même pas un problème de détenu. Mais encore une fois, bon, il ne s'agit pas de dire qui a raison ou qui a tort. Il s'agit effectivement de libérer ces détenus et de revenir à des conditions plus ou moins normales de vie, de l'exercice de la politique, etc. Bon, en tout cas, dans le comité, il ne s'agit pas de dire de clouer au piloris. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, il faut que ce pays ne peut pas continuer à vivre sous une dictature qui est de plus en plus codifiée. C'est-à-dire que ces lois-là, c'est une codification de cette dictature. Évidemment, et je termine, évidemment, quand vous codifiez le fait de ne pas exprimer une opinion contraire, et ça c'est contraire à toutes les conventions et les lois internationales qui ont été signées par le pays, bien sûr, c'est-à-dire que vous me dites que ce n'est pas des détenus d'opinion, ou des détenus politiques. C'est-à-dire quand vous expurgez la Constitution de tous les droits par des lois liberticides, il est évident que du point de vue formel, vous pouvez dire que ce n'est pas des détenus d'opinion. Mais c'est des détenus politiques et d'opinion. Et quand ce n'est pas les lois liberticides, ça peut être les juges qui dérapent. Notre collègue, confrère, éditeur de Sarbacane, Abdelkrim Zredch, a été condamné à 2 700 000 dinars d'amende, dont plus de 2 millions à cause de Ian Ateras el-Jumouria. Des amendes cumulées, oui. Des amendes cumulées et el-Jumouria. Et en fait, il s'agit de Abdelaziz Bouteflika. Oui. Alors, vous avez prononcé plusieurs fois le mot constituante et le mot transition. On a l'impression que ces deux termes font encore peur aujourd'hui quand on dit le mot transition constituante. C'est un peu ce que j'ai déploré tout à l'heure en disant que les élites du Hirak et les militants et l'opposition qui s'est positionnée sur la transition, notamment au sein du PAD, etc., ont été obligés ensemble de revenir sur une position un peu plus en retrait, qui est celle de la défense des libertés, la lutte contre la répression, mais que cette position-là ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il n'y aura aucune solution sans transition et sans constitution, processus constituant, que ce soit une constituante élue par cela, ou que ce soit un autre processus qui ressemble à celui-là, mais le fond du problème, il est toujours posé, il est toujours sur la table. Et ça, je pense que à peu près tout le monde le sait, sauf l'ANP, visiblement. Est-ce que vous pensez est-ce que les mots transition et constituante seront abordés vendredi? Est-ce que ça fait partie des revendications du Comité national contre la répression? Non. C'est-à-dire que j'ai exposé un peu, en tout cas dans ce cadre. Non, mais vous avez raison de poser. De toute façon, il y a eu un appel. C'est-à-dire que le 1er novembre, c'est-à-dire que le PAD a fait un appel le 1er novembre dernier, donc qui cadre, donc qui dit voilà, on appelle les gens, on va se réunir autour des 3 points. Donc les choses sont claires. Maintenant, dans le débat, bien sûr que des militants peuvent débattre aussi, aller plus loin dans le problème de liberté. Mais bon. Il est évident que je pense qu'en toute responsabilité, il s'agit, comme je l'ai dit au départ, d'aller vers la construction ou les solutions qui permettent de rétablir le débat politique. Parce que le problème, et vous avez raison, quand vous avez raison de poser la question transition, constituante, trop. Pourquoi trop? Parce qu'il n'y a pas eu de débat. Il faut que les gens débattent. Alors évidemment qu'il y a vous voyez un peu le pouvoir. La transition, elle a été faite en 80. La transition, elle a été faite. C'est-à-dire, il a cassé le secteur public, جاب les FMI, كسر كلش. هذه la transition. C'est une transition autoritaire. Donc aujourd'hui, la question de la transition. Sauf aujourd'hui, il y a la tentative de normalisation. Donc il y a des talents qui est en cours maintenant, et tout le reste, c'est de la transition. Vous savez, tout changement d'un système à un autre, il s'appelle transition. La transition, c'est quoi? C'est comment aller d'un système
politique, on peut lui donner tous les attributs, vers un système politique où on a le bon objectif. C'est-à-dire que c'est un système démocratique, souveraineté populaire, la garantie des questions sociales, enfin, un contenu. Donc c'est ce contenu-là qu'il faut débattre. Et évidemment, les outils pour aller pacifiquement d'une situation d'autoritarisme et d'un pouvoir confisqué par donc, une minorité vers, donc, avec des outils, effectivement, pour aller... C'est tout la transition. Elle est constituante. Je vais vous dire, elle est toujours constituante. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est une assemblée constituante. Elle est toujours constituante ou à lèche. Parce qu'il s'agit de rédiger aussi notre constitution. Maintenant, quelle est la manière? Par exemple, il y a ceux qui, historiquement, le PPA, c'était la constituante. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la constituante qu'il nous faut? C'est ce débat-là qu'il faut qu'on ait et qu'on ne peut pas avoir dans cette situation. Il faut peut-être noter dans l'agenda politique qu'il y a une autre initiative, celle de Soufiane Sakhri et d'autres amis, qui, eux, appellent à un congrès, des élites du mouvement populaire et de l'opposition pour dire que voilà, il existe la réflexion sur la transition et la solution pour sortir de l'impasse politique dans laquelle nous sommes, existe et elle est toujours portée. Le Congrès, c'est dans le mouvement national. Le Congrès national algérien, il s'est réuni, etc. Donc, c'est des outils. Mais le problème, c'est qu'il faut que les Algériens débattent en toute liberté. Il n'y a personne qui... on est tous, je parle de ma génération. Les gens qui sont restés dans ce pays, c'est des gens qui sont attachés viscéralement à ce pays, quel que soit. Et nous aurons plus de détails vendredi, bien sûr. Alors, l'actualité de cette semaine, c'est évidemment cette formidable victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique, en Coupe arabe des nations de football, qui s'est déroulée au Qatar, en match final contre la Tunisie, 2-0. Vous avez suivi un peu les matchs, Ersan Khadi. Ce n'est pas l'équipe nationale première, c'est l'équipe A'. Comment est-ce que vous jugez un peu l'exploit de cette équipe, avant de parler bien sûr de cette polémique Avant de parler de la polémique, moi je pense qu'on est dans un système, c'est vrai dans le monde entier, où ce type de victoire est exploité politiquement. Si on perd, c'est utilisé par l'opposition contre le régime, etc. Le régime algérien, qui ne réfléchit plus, qui n'a plus d'intelligence embarquée, en tous les cas en quantité insuffisante, a raté l'occasion de faire la promotion de quelque chose de superbe, de magnifique. Cette équipe, en dehors de Mboulhi, de Taharat et le troisième joueur qui me reviendra, tout le reste de l'équipe a été formé en Algérie. Moi, formé, j'ai fait mes calculs, j'ai vu Draoui d'ailleurs arriver au RCK pour son premier match senior avec mon fils Ridas, c'était en 2013. Voilà, ils ont été formés entre, en gros, 98 et 2012-2013, cette génération-là. Et aujourd'hui, Sayoud, 89, 89, etc. Donc, une propagande intelligente, elle fait la promotion du produit Algérie. Parce que les victoires précédentes, on nous a beaucoup sorti le fait que l'équipe, en gros, était formée à l'étranger, en dehors de 2-3 joueurs qui ont été transférés à partir d'ici, etc. Et il faut en être fier. Moi, j'étais très heureux et très content de cette équipe parce qu'elle est formée. J'ai vu la plupart de ces joueurs, parce que je suivais tout le temps les championnats de jeunes, je les ai vus évoluer et grandir et devenir aujourd'hui les porte-étendards, nous faire autant plaisir. C'est pas ce qui a été choisi. On a choisi d'utiliser cela pour autre chose. Et ça, encore une fois, montre le manque d'agilité et le manque d'opportunité dans le driving politique de ce pays. Voilà. Alors, c'était une belle victoire, comment vous la jugez? Non, ben, je suis un peu... Je suis d'accord avec Hassan, c'est vrai que... Le troisième joueur formé, c'est Brahimi. Oui. Brahimi, oui. Troisième, pas formé en Algérie. Tous les autres, Sayoud, je pense. Sayoud ici. Sayoud, il a fait un passage au Ahli du Caire, très jeune, ils l'ont repéré, ils ont des recruteurs. Mais il a joué à l'est du pays. Mais c'est vrai que... C'est pour ça qu'au départ, moi, j'étais surpris. C'est-à-dire j'étais surpris qu'il y avait effectivement une équipe en dehors de l'équipe de Melmadi qui, bon, il y a quand même 5 ou 6 joueurs du cru, mais les autres, bon. Donc il y a cet aspect, maintenant il y a quelque chose quand même, c'est vrai,
Bien sûr que tous les pouvoirs exploitent, pour parler de la Coupe du Monde 98 en France, bon, Chirac, même les sondages, il n'a rien fait en plus. Bon, mais c'est de bonne guerre. Par contre, ce qui est avec Nahar, quand il jouait, il n'y avait aucun officiel algérien. En plus, il y avait une hostilité, une adversité, une véritable adversité. Les tribunes étaient en rouge, ce n'est pas tous des Tunisiens, y compris les Qataris voulaient. Donc, vous voulez que la Tunisie gagne? Vous voulez que la Tunisie gagne? Et voilà, même pas le ministre de... Mais l'accueil était important. L'accueil, quand même. Oui, mais l'accueil après coup. Non. Il y avait une. Écoutez, il y avait une autre version. Non, il y avait une autre version. Non, l'accueil d'Alger, c'est facile. C'est pas un problème. Mais, y compris, il fallait. En réalité, moi, je dis ça pour que les gens réfléchissent. Moi, je n'ai pas envie de dire. C'est lié aussi à notre situation, etc. Bon, mais en tout cas, il était évident qu'au moment du jeu, cette équipe était seule. Elle était seule. Et donc, alors que moi j'ai un point de vue. Oui. Je pense que les officiels là-bas, avec Nahar, c'est difficile pour eux d'y aller parce que les supporters pouvaient. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Maintenant, la récupération de police, plus elle est grosse, plus elle ne passe pas. Qu'est-ce qui vous laisse dire que les Qataris voulaient une victoire à la Tunisie en finale de la Coupe arabe? Non, je pense que c'est au niveau sportif. C'est l'Algérie qui a éliminé la demi-finale. Je ne pense pas qu'il y ait une animosité particulière. Par contre, et Belaïli les a un peu humiliés avec 4 petits points dans un match. Ça fait beaucoup. Par contre, c'est pour ça que son contrat a été donc résilié avec le club Al-Qatari. D'un commun accord, il voulait partir avant, il ne voulait pas le laisser partir. Après le match, ils ont décidé de le laisser partir. D'un commun accord. Donc après le match, ils ont décidé, et on parle de Belaïli, peut-être à l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas confirmé encore à 100%. Il y a eu quelques polémiques concernant le match. Bon, il y a eu une polémique assez stérile de dire est-ce que l'Algérie doit jouer en Coupe arabe, nous ne sommes pas des Arabes, etc. Ça, c'est une polémique qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Mais la vraie polémique, c'était celle de la remise de la Coupe arabe et la présence du chef d'état-major sur place, qui a choqué quelques-uns. Vous en faites partie. Ihsan Qadi, et les images. Moi, ça ne m'a pas choqué, ça m'a démoralisé. Non, mais très sérieusement, ça m'a démoralisé. C'est-à-dire que submerger les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a démoralisé? Ce n'est pas la première fois qu'on voit le chef d'état-major. L'Askar, après 2 ans, ce qui s'est passé en Algérie, un minimum d'intelligence, c'est qu'ils parce que les Algériens, en très grande majorité, ont scandé Doula Madaniya, Machi Askariya. Les Algériens veulent un État civil démocratique et un État de droit. Ils veulent que les militaires assurent leur tâche régalienne. Se mettre sur la photo, se mettre comme cela, le général-major Saïd Chingriha, il s'est laissé intoxiquer. Il croit qu'il est populaire, il croit qu'il peut être un leader, il croit qu'il peut, à défaut d'avoir placé un président, qui peut incarner le changement, etc., il croit qu'il peut jouer un rôle. Non, c'est ringard, ça donne une image. Les gens qu'on veut attirer de la diaspora, quand ils voient cette image-là, ils disent c'est un pays qui est ringard, on ne peut pas y aller. Les militaires ne se mettent pas en première ligne dans un événement comme ça. S'il n'y a plus personne à la tête de l'ANP autour de ce chef d'état-major pour lui dire que c'est une erreur de communication grossière, on est très mal. Et moi, j'ai fini par faire mon deuil. Parce qu'on a beaucoup parlé ici, au CPP, c'est un concept qui... Nos amis politologues, Louise Aïd Hamadouche et d'autres, nous ont proposé entre hardliner et softliner. Au sein de l'armée, la ligne Gaïd Saleh très dure et une autre ligne qui existerait, qui serait une ligne plus modérée, plus légère, plus apte à faire de la politique et laisser passer la main pour laisser l'armée un peu en dehors, pour préserver l'armée. Oulèche, aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne le trouve pas. Aujourd'hui, on a que la continuation de la ligne de Ahmed Gaïd Saleh avec de l'auto-intoxication, c'est-à-dire penser à travers les réseaux sociaux, à travers le Doubab, etc., que réellement, les Algériens veulent plus de militaires à la tête du pays. Ils veulent plus de sécurité à la tête du pays. C'est pas vrai. On vous a menti. Je vais terminer sur ça. On vous a menti. S'il n'y a personne en Algérie qui est encore en mesure de vous le dire, nous, à partir de Radio M, nous vous le disons. C'est une erreur.
Khaled Darni, on vous a menti. Il faut vous retirer, même si vous continuez à diriger le pays, même si vous continuez à désigner les chefs de l'État, ne faites pas ce type d'erreur. À un moment donné, Bouteflika a pensé qu'il pouvait ramener Chakib Khalil en grande pompe à partir d'Oran, parce qu'il a à un moment donné, Toufiq, et il l'a ramené, il l'a fait passer en grande pompe par là. À ce moment-là, il était suffisamment fort, il pensait pouvoir le faire. Très très grave erreur, parce que les choses passent dans l'opinion, les humiliations passent dans l'opinion. Les choses, il ne faut pas se tromper sur ce jeu. C'est très grave. Vous avez dit que le chef d'état-major doit comprendre qu'il n'est pas populaire. Et s'il était populaire, est-ce que cette image, vous l'auriez acceptée? S'il était populaire, est-ce que vous auriez accepté? Un chef d'état-major n'a pas à être populaire ou pas populaire. Moi, ma conviction aujourd'hui, malheureusement, c'est que l'armée est arrivée à la conviction, et c'est très triste de le dire comme ça, que les meilleures périodes de l'Algérie, ce sont des périodes où ce sont des militaires qui ont dirigé le pays. Au fond, c'est ça. L'ANP, on pensait une ouverture de l'ANP, on pensait avec le discours d'Ali Rdiri sur l'état de droit, etc., que dans l'ANP, il y avait d'autres gens qui pouvaient penser comme ça. Que les meilleurs moments, c'est quand Boumediene était à la tête de l'État, et c'est quand Chedli lui a succédé, il y a eu de belles années de Chedli, avant que le prix du pétrole ne descende. Et que, en fait, ça va mal depuis qu'on était obligé de déléguer, après Zeroual, à un civil, que c'est les civils. Malheureusement, c'est ça le niveau de réflexion. Aujourd'hui, ils se sont auto-convaincus et ils n'ont pas pu franchir le pas égyptien de prendre un Sisi et de le mettre carrément à la tête du pays. Ils n'ont pas pu franchir. Mais ce n'est pas l'envie qui leur manque. Ce n'est pas l'envie qui leur manque. Et aujourd'hui, le discours de raison qu'il faut leur tenir à ces militaires, à l'ANP, c'est que l'ère de la domination de l'ANP, de l'armée, l'armée, l'état-major de l'armée, il y a plus de 20 généraux qui sont en prison, que cette ère-là, ce n'est pas l'avenir, c'est le passé de l'Algérie. C'est le passé de l'Algérie. C'est plus possible de continuer comme ça. Je vous ai posé la question sur le fait d'être démoralisé, d'être déçu. Ce n'est pas la première fois, depuis 2020, que le chef d'état-major est présent à toutes les cérémonies. Et il est présent à toutes les cérémonies à la droite du président. Et même à l'enterrement de Ben Salah, ils étaient dans le même véhicule. Pourquoi ça vous choque lorsqu'il s'agit de la coupe arabe? C'est ça la question. Le chef d'état-major est présent partout. Est-ce que ça vous choque encore plus lorsqu'il s'agit de remettre la coupe arabe? C'est-à-dire qu'il y a des moments de forte symbolique. Bon, moi j'ai tweeté quelque chose. Hein. Bon, il y a plein de gens qui ont répondu, Doubab qui est très actif, etc. Il y a des gens qui ont répondu bien sûr que le Jishtan يشارك الشعب في الفرح تاعو. Mais il y a des formes, c'est un État, il y a un protocole, il y a une constitution, il y a un ordre protocolaire, etc. Le chef d'état-major n'a pas à être là. Il n'a pas à être là. Tout comme s'il y a des membres du gouvernement, il n'est pas un membre du gouvernement, à ce que je sache. S'il y a des membres du gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit être avec le président. Et le président, il revendique du respect. On veut bien, nous, avoir un président qu'on respecte, mais il faudrait déjà qu'il impose ces règles-là, lui-même, qu'il ne se montre pas collé. On sait qu'il n'a pas de légitimité populaire, ça on le sait. Mais est-ce qu'il va résoudre son problème en recherchant la légitimité de l'armée? Je suis désolé, Abdelaziz Bouteflika, il a réglé son problème en un mandat. Oui. Il est venu, Djabou al-Askar, mais il a réglé son problème en un mandat. Le mandat de Tebboune n'est pas terminé. Vous voyez-vous Tebboune renverser la situation et devenir le vrai chef de l'État de l'Algérie? Je voudrais bien, parce que la différence, juste en deux mots, la différence elle est où? C'est pas de l'acharnement contre les militaires. Oui. C'est que les politiques, ils تحاسبوا, يروحوا للصندوق, الشعب يقدر يحاسبهم. Les militaires, non. Les militaires, ils peuvent décider d'engager un pays dans un cours et ne pas être comptable de cela. Après, ils régleront des comptes bilatéraux, mais il y en aura qui iront en prison, il y aura des... Mais ce n'est pas la modernité politique. Nous voulons, pendant 2 ans, les Algériens sont sortis pour de la modernité politique et pour un état de droit. Il faut arrêter avec ces images-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Hassan Qadi sur cette... Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit Hassan Qadi depuis tout à l'heure? Ah, si c'est la question que vous me posez... Est-ce que cette image vous a choqué en tant qu'Algérien? Non, moi, d'abord, j'ai un autre point de vue, ceci dit... Enfin, un autre point de vue, pardon. Je pense qu'effectivement, l'institution militaire n'avait pas à se mêler de cette histoire-là. Bon, il y a des institutions, elles valent ce qu'elles valent, civiles, mal élues, etc. Bon, effectivement, c'était un minimum de rendre hommage donc, à cette équipe. Moi, je ne vois pas où je suis ni le chef d'état-major, ni donc l'armée n'avait pas. Maintenant,
Et moi, je pense, moi, je pense qu'il y a, un processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, un régime, quand il démarre, qui montre bien tout ça, donc sur un peu y compris l'élan de la révolution algérienne, même s'il y a eu le coup d'État, il y a une forme d'homogénéité dans le... Donc il y a, disons, il y a un protocole, en tout cas, qui m'a il y a des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire que montrer un peu comme montrer qu'il y a effectivement un État, qu'il y a... Bon, et à partir du moment où la situation internationale a changé, totalement changé, on n'est plus dans les blocs. ما تقدرش تتكل هنا ولا تتكل هنا. Donc en même temps avec un régime qui s'essouffle, c'est tout ce qu'on nous disons. Donc c'est une preuve de plus que en fait il y a de l'improvisation partout, comme il y a de l'improvisation sur les questions économiques. Par exemple, واحد يقول لك j'arrête les importations au motif que on va préserver les réserves de change, etc. Et puis il se rend compte l'année d'après ما كاينش الحليب ما كاينش هذه ومن بعد il reprend. Donc on est un peu dans cette situation, c'est-à-dire que ماشي غير العسكر, ça déteint sur, en fait ça déteint sur toute la situation générale. Et c'est vrai que une réception par les autorités civiles pour un hommage à cette équipe qu'elle mérite. Moi, j'ai dit il fallait d'abord y aller là-bas. Bon, mais Malish, une réception, etc., aurait suffi et que l'armée n'avait rien à voir, n'avait rien à faire dans cette histoire-là. Cette semaine a également été marquée par la visite d'État de Abdelmajid Tebboune en Tunisie, la première depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Il y a eu beaucoup d'interprétations à cette visite. Vous aviez notamment dit, Hassan Qadi, que on pouvait considérer que le président avait été piégé par son homologue tunisien, parce qu'il va à un moment de crise politique où le président tunisien avait annoncé des élections anticipées pour 2022. J'espère que ce n'était pas en off, hein, parce que je n'ai pas le souvenir. Nous avons effectué une interview avant le début de l'émission avec le journaliste Thamer Makki, qui est le rédacteur en chef de Nawet. Je vous propose de l'écouter. La lecture, bon, c'est un peu une question vague. D'abord, merci pour l'invitation et merci à Radio M pour tout le travail effectué. En fait, la visite du président Tebboune intervient, comme vous le savez, dans un contexte assez particulier en Tunisie. Nous vivons depuis maintenant 5 mois une situation assez particulière, un régime d'exception suite à l'annonce des mesures exceptionnelles par le président de la République, le gel de l'Assemblée des représentants du peuple, mais également donc la dissolution du gouvernement, la création d'un nouveau gouvernement, la volonté du président de s'orienter vers un processus exceptionnel aussi, comme il tient à tenir des élections anticipées en décembre prochain, en décembre 2022. Et il tient aussi à revoir la loi électorale et amender la Constitution à travers un référendum. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi on va parler de piéger. Pourquoi? Parce que est-ce que Abdelmajid Tebboune est directement concerné par la date des élections ou est-ce qu'elle a fait les rapports entre ces deux régimes? À ma connaissance, d'ailleurs, les gouvernements ou les autorités qui s'inquiètent du processus sont du moins des pays et des gouvernements qui peuvent se prétendre être démocratiques, ce qui n'est pas du tout le cas de M. Tebboune. Donc je ne vois pas pourquoi il se ferait piéger et pourquoi ça le gênerait qu'il y ait des élections en Tunisie à cette date. Je pense que c'est une visite de soutien, mais également c'est une visite d'affirmation des rapports tuniso-algériens, pour dire qu'ils sont toujours des rapports fraternels, exceptionnels. D'ailleurs, le président Tebboune a déjà donné pas mal de déclarations qui assurent de cela et il n'a pas fait les choses à demi-mesure ou à travers une simple langue de bois, mais il était très clair sur la solidarité
tuniso-algérienne. Et hormis les Je pense historiques. que l'affirmation de cette solidarité et de cette proximité entre les deux régimes intervient aussi dans un contexte régional où il y a les tensions actuelles entre l'Algérie et le Maroc. Donc l'affirmation, bien que les rapports ont toujours été très positifs entre la Tunisie et l'Algérie, mais cette affirmation, tant mieux, ce n'est pas à moi d'évaluer le timing de la visite. Je parle plutôt d'une explication du contexte où survient cette visite et les enjeux de cette visite. Également, il faut reconnaître qu'au-delà des liens historiques, il y a aussi entre Kais Saïed et l'Algérie, et particulièrement le président Tebboune, un lien particulier. Rappelons que la première visite officielle à l'étranger de Kais Saïed a été effectuée à Alger en février 2020. Plusieurs visites des deux présidents ont été à plusieurs reprises reportées, notamment à cause du contexte dans les deux pays, mais parfois aussi à cause de la situation pandémique. Donc, il y a un lien particulier entre Saïed et Tebboune. La première visite à effectuer à l'étranger a été à Alger. Tebboune a multiplié des déclarations de solidarité et de respect, particulièrement pour la personne du président Kais Saïed. Et ils ont essayé, nous espérons que ça soit du concret et au-delà des signatures protocolaires, mais il y a un bilan de 27 accords de coopération qui concernent pratiquement tous les secteurs. Ça va de la justice et de l'intérieur jusqu'à l'énergie et les mines, l'économie, les PME, les start-up, l'industrie pharmaceutique, l'environnement, les affaires religieuses, l'éducation, la formation professionnelle. Je pense que le président Saïd tient à rester sur une ligne proche de la ligne historique de la diplomatie tunisienne. Mais vu les proximités, le contexte, ce n'est pas vraiment le cas. Le président Saïd a tendance à prendre parti, sans pour autant le dire clairement, pour l'Algérie. Une proximité avec l'Algérie concernant la crise avec le Maroc. Mais contrairement au dynamisme clair et manifeste que nous pouvons observer dans les relations tuniso-algériennes, et particulièrement depuis l'arrivée du président Saïd au pouvoir, les liens sont très forts. Par contre, les liens avec le Maroc, on n'entend quasiment pas parler du Maroc. Il n'y a pas eu de visite officielle, il n'y a pas d'échange de haut niveau, rien de particulier à ce niveau. Et on croit comprendre même les convictions du président Saïd, qui est très engagé en faveur de la cause palestinienne, par exemple, et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël ne doit pas lui plaire et il ne doit pas voir ça d'un œil positif, on va dire. Au-delà de ça, la monarchie, etc., les monarchies, ce n'est pas trop sa tasse de thé. Et en contrepartie, nous n'avons vu aucun pas particulièrement marquant de la part du Maroc afin de manifester une proximité importante avec le régime tunisien. Et historiquement, même si la Tunisie a toujours été neutre diplomatiquement dans son discours, on sait que dans les fonds des choses, le partage, ce que partagent les deux nations, autant sur le plan politico-politique ou sur le plan culturel, social, etc., la proximité que la Tunisie a avec l'Algérie, elle ne l'a pas avec le Maroc. Même les cartes le disent. Merci Thaman Makki d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous êtes journaliste tunisien, rédacteur en chef de Nawet. C'est une visite d'État qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés entre l'Algérie et la Tunisie. La première visite d'État du président depuis son arrivée au pouvoir. Vous êtes sur la même lancée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne opération pour le président Saïd ou pour le président Tebboune, cette visite d'État? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il y a un président qui est en conflit avec les institutions légales de son pays, le président Kais Saïed, et la visite de Tebboune le consolide. Voilà, il n'y a pas photo. C'est lui qui a tiré parti de cette visite-là.
Moi, je suis persuadé qu'il a choisi la date de la déclaration de son pronunciamento pour les élections à la fin de l'année 2022 en rapport avec cette visite. Le président algérien débarque 48 heures après, donc ça ne peut être interprété que comme un soutien. Bon, je suis d'accord avec Tamer Mekki pour dire un président qui ne respecte pas, il parlait du président algérien qui ne respecte pas les libertés dans son pays. Pourquoi voulez-vous qu'il s'inquiète de son agenda? Oui et non. Oui et non. Il peut partager le virage autocratique qui est en train de prendre le régime de Kais Saïed, mais choisir quand même sur le plan protocolaire de ne pas aller 48 heures après ce qu'il a fait. Donc il aurait pu, parce qu'on n'avait pas encore la date, à ce moment-là on n'avait rien annoncé publiquement, il aurait pu demander à reporter cette visite pour ne pas avoir à la consolider. De la même manière, l'annonce du crédit de 300 millions de dollars, en règle générale, protocolairement, il se fait au moment où la visite, au début de la visite, au moment où il est là-bas. Et j'ai de fortes raisons de penser que là aussi, il a été précédé par les Tunisiens, c'est les Tunisiens qui l'ont lancé les premiers, pour dire qu'en fait, sur toute la ligne, il y a un alignement des planètes. Moi, je suis pour les 300 millions de dollars, à condition qu'il y ait une contrepartie, notamment pour les sociétés algériennes, les entreprises algériennes qui doivent pouvoir travailler librement en Tunisie, ce qui n'est pas le cas. Je ne parle même pas du mouvement des marchandises. Il y a des contraintes sur le mouvement des capitaux, sur l'investissement des Algériens en Tunisie qui n'ont jamais été suffisamment levés, en dépit du fait que l'Algérie essaie de bien continue de soutenir financièrement l'économie tunisienne qui en a besoin. Je finis par dire que ce n'est pas un succès. Ça ne peut pas être un succès. Au moment où il y a eu cette visite et ce déroulement de tapis rouge, la frontière entre les deux pays reste fermée, comme la frontière marocaine depuis 2 ans. Évidemment pour des raisons sanitaires, mais on n'a pas fait l'effort. Entre d'autres pays, c'est ouvert. On n'a pas fait l'effort d'analyser ce que nous perdons en maintenant cette frontière fermée. Et les Tunisiens en ont le plus besoin. Donc, y compris pour Kais Saïed, ce n'est pas tant que cela un succès, parce que le vrai succès, ça aurait été la rouverture de la frontière pour que les personnes et les marchandises puissent se remettre à circuler. Ramadan Saoudi, il s'appelle Gabriel Boric, il a 35 ans et c'est le nouveau président du Chili. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité au Chili. Est-ce qu'on peut dire que le processus démocratique au Chili est aujourd'hui exemplaire et qu'on devrait s'en imprégner pour arriver à un président âgé de 35 ans? Il faut préciser que le Chili est une ancienne dictature militaire. Oui, bien sûr. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de... On ne peut pas faire des comparaisons, mais effectivement, il y a le degré de développement, il y a la dictature militaire, donc, et il y a eu la contestation donc, populaire au niveau donc, de ce pays. Et ça prouve qu'en réalité, en vérité, quand il y a les tenants du véritable pouvoir, quand ils prennent conscience qu'il faut préserver son pays, et il faut préserver son unité, et ça démontre que c'est possible à travers des processus donc, comme ça, donc pacifiques, d'élections, etc. Et c'est quelque chose qui peut, effectivement, qui doit, en tout cas, interpeller ceux qui... Parce que, bon, moi, je pense que les populations, en tout cas, beaucoup de... En tout cas, certaines élites, les populations algériennes, les jeunes, non seulement ils sont prêts, mais en fait, il était possible de débattre pour un véritable processus qui nous mènerait donc vers... effectivement une sortie par le haut, comme ça s'est passé. Maintenant, est-ce que ça va réussir, ça ne va pas réussir, etc. Mais en tout cas, il y a donc ça donne quand même... mais c'est une lampe. C'est une lampe pour donc, des peuples qui luttent, qui disent pendant... On a tout fait, disons que les populations, je crois qu'on a tout fait, etc. Mais il est évident que... ça interpelle en tout cas ceux qui ont aujourd'hui entre leurs mains, donc pas entre leurs mains, ceux qui prennent en otage, en réalité entre leurs mains, donc la destinée de ce pays. Et il est possible, et il n'est jamais trop tard, hein, en vérité, parce que, bon, je termine, parce que quand je dis les comparaisons,
les comparaisons, il faut faire attention. Il y a des processus qui peut y avoir des flux, des reflux, etc. Mais quand il y a la volonté politique, ensemble, d'aller vers une issue positive, donc, qui consiste à redonner la parole au peuple avec des garanties, avec des garde-fous, c'est tout à fait normal, pour aider à ce qu'il y ait donc un processus démocratique mature. Il est possible. Il est possible à tout moment. En réalité, ce n'est jamais la fin. Un mot sur Gabriel Boric, 35 ans, président du Chili. Moi j'ai beaucoup parlé de cela. Évidemment, il n'y avait pas que des événements malheureux de cette semaine. Enfin, il y avait la victoire de l'Algérie, qui est le grand événement heureux, et cette élection, évidemment, en fin de semaine. On me dit, nous, les islamistes, ça se passe différemment chez eux. Bon. On a des indicateurs de développement humain, IDH, qui sont relativement proches. Ils ont un revenu par habitant qui est supérieur. Le Chili est un pays émergent en Amérique latine. Le Chili est un pays émergent. Il faut juste voir la trajectoire. Bien sûr que ce qui est arrivé au Chili peut arriver en Algérie. Nous, en Algérie, on a la peur, ce spectre des islamistes. Mais on a surtout des militaires qui ne veulent pas comprendre qu'on ne peut plus diriger l'Algérie de la même manière. On a surtout ce problème-là. Le Chili, la trajectoire, on dit c'est les néolibéraux, c'est l'école de Chicago qui a passé les bases du développement du temps de Pinochet, la performance économique, etc. Tous les indicateurs montrent que en fait, le développement s'est accéléré depuis l'ouverture démocratique. Le développement du Chili s'est accéléré depuis l'ouverture. Le Chili a récupéré une partie de sa diaspora, s'est reconnecté à sa diaspora qui avait fui quoi? Elle avait fui la dictature et l'absence d'espoir au Chili dans les années 70. Aujourd'hui, nous sommes dans le même processus. Ou bien nous laissons continuer de fuir nos cadres, ce qui est en train d'arriver en ce moment, ou bien nous changeons de logiciel, nous devenons le Chili de l'Afrique du Nord avec une ouverture démocratique et nous nous remettons à être attractifs et nous ramenons nos atouts en Algérie pour émerger. C'est ça le choix. Et le Chili nous montre que c'est possible. Merci à vous d'être venu à ce Café Presse Politique. Merci à vous de votre fidélité. Avant de se terminer, comme chaque mercredi, une pensée pour tous les détenus d'opinion sans exception. Ils sont plus de 300 aujourd'hui. Fathi Gharras, Nabil Mellah, Nasser Maghnin, Tajadid, les frères Dabari. Ils sont très nombreux, on pense à eux tous. Une pensée pour les deux journalistes emprisonnés, Mohamed Moulouj et Hassan Boras. Et évidemment, comme chaque mercredi, pour nos deux confrères marocains, toujours en détention. Slimane Raïsouni, dont le procès a été reporté aujourd'hui au mois de janvier, et Omar Radi, toujours en prison. Merci pour vous et à mercredi prochain.